Merci au comité scientifique de m'avoir invité. Je vais commencer, je vais ouvrir le feu de la session VO2. Alors, je parle devant des éminents réadaptateurs, donc si je dis des bêtises, qui viennent me voir ou qui m'arrêtent. Donc, en chœur. Vous voyez, juste pour planter le décor, l'insuffisance cardiaque, c'est un problème de santé publique, c'est 32 000 décès par an, c'est première cause d'hospitalisation après 65 ans. Et vous voyez ici la prise en charge telle que le propose l'European Society of Cardiology de l'insuffisance cardiaque. Et vous voyez que si vous avez des bons yeux, que vous êtes au premier rang et que vous plissiez les yeux, en bout de chaîne, il faut considérer la transplantation cardiaque. Alors bien évidemment, on ne va pas tous les transplanter parce que ça n'est pas nécessaire et on va plutôt privilégier les gens qui sont de grade 3 ou 4. Et vous voyez qu'on estime en France à peu près 20 000 patients par an qui ont plus de 18 ans et qui sont en persistance de stade 3 ou 4 de la NYHA. Et là-dessus, si on estime qu'il y a à peu près 25% de ces patients-là qui sont éligibles à la greffe, ça fait 5 000. On nous en réfère que 500 par an. Je ne sais pas où sont les autres. Mais finalement, c'est tant mieux parce qu'on est en pénurie de greffons et on a déjà une pénurie de greffons avec un seul greffon pour 2 receveurs. Donc, on ne va pas tous les transplanter. Quelles sont les maladies pourvoyeuses? Ça, c'est le registre de l'ISHLT qui vous montre que la maladie la plus fréquente qui amène les patients à la transplantation, c'est la cardiomyopathie hypokinétique dilatée. À l'époque, on appelait ça primitive, c'est le mot savant pour dire qu'on ne comprend rien. Et la maladie coronarienne qui a perdu un petit peu, suivant les périodes, qui a perdu un petit peu de son ampleur au profit des maladies congénitales, de l'hypertrophie et de l'insuffisance cardiaque droite. Alors, vous avez déjà vu ça, c'est le parcours standard d'une maladie chronique où on découvre la maladie, puis petit à petit, les choses s'aggravent. Donc, on découvre l'insuffisance cardiaque, on perd quelques patients de mort subite, mais c'est souvent les décompensations itératives qui font aggraver la maladie. Et il faut essayer de les choper, ces patients, et de les transplanter à peu près là, donc juste avant la zone grise qui devient après la catastrophe. Et comment les choper là? Alors, il y a un tas de facteurs individuels pronostiques de l'insuffisance cardiaque. Il y en a plus de 100, démographiques, anamnestiques, symptomatiques, tous les hic que vous voulez. Et jusque dans les début des années 90, eh ben, finalement, on sélectionnait les patients en leur demandant est-ce que vous êtes un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, essoufflé. Mais vous savez que c'est un critère qui est quand même assez subjectif et que pour une même atteinte cardiaque, la personne qui sera habituée à faire son footing tout le temps vous dire « Ah ben docteur, faites quelque chose, c'est impossible ». Et puis quelqu'un avec la même atteinte cardiaque mais qui est habitué à regarder les feux de l'amour à la télé toutes les après-midi vous diront « Bon, je ne suis pas trop gêné, ça va ». Donc on est obligé de faire tout un bilan cardiaque que vous connaissez, on ne va pas s'arrêter là-dessus, dont le BNP et dont l'épreuve d'effort, avec détermination de la capacité maximale de transport de l'oxygène. Alors, comme j'ouvre le banc, je vais quand même un tout petit peu, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de test, expliquer un petit peu ce qui se passe. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Grâce à ce monsieur, c'est Carlman Wasserman, c'est un médecin interniste physiologiste américain qui a travaillé à Stanford et qui, dans les années 60, a vraiment introduit le concept d'évaluation des maladies cardio-respiratoires sur l'évaluation des échanges gazeux. Il a même introduit le concept de seuil ventilatoire ou de seuil aéro-anaérobie, enfin on peut l'appeler comme on veut, et c'est encore maintenant le papier qui est le plus cité dans le Journal of Applied Physiology, dont la publication est le Graal de tout physiologiste. C'est encore aujourd'hui le papier le plus cité. Et donc, il a écrit ce bouquin-là, qui fait encore office de Bible pour tous les réadaptateurs fonctionnels.
Bien sûr, il n'y a pas que la maladie cardiaque qui interfère dans les échanges gazeux, parce que la VO2, eh bien, ça explore tout ça, c'est-à-dire l'oxygène qui est pompé dans les poumons, qui arrive dans la circulation pulmonaire, pompé par le sang, et puis dans la circulation systémique, qui arrive aux muscles et qui est utilisé par les mitochondries pour fabriquer de l'ATP. Et ensuite, avec du gaz carbonique qui suit le même trajet pour ressortir dans l'air ambiant. La consommation d'oxygène, on connaît la teneur en oxygène de l'air ambiant, on va pouvoir mesurer la teneur en oxygène du gaz aspiré, et on va faire une simple soustraction, ce qui va nous donner la consommation. Alors en pratique, ça se passe comme ça, vous mettez le sujet soit sur un vélo, soit sur un tapis roulant, vous lui mettez un masque ou un embout dans la bouche et vous lui bouchez le nez, et puis vous reliez ceci à un analyseur qui, va pouvoir, ça va nous donner 3 renseignements. 1, le débit ventilatoire, grâce à ce pneumotachographe. Alors le mec qui a inventé ça, moi j'ai beaucoup de respect pour lui, il aurait dû avoir le prix Nobel, ou au moins le concours Lépine, mais je crois qu'il n'a rien eu des deux. Mais ça vous donne de façon très exacte le débit ventilatoire. Et puis par ce petit tuyau rose que vous voyez là, c'est relié à un analyseur de gaz qui va vous donner à chaque expiration la teneur en oxygène et la teneur en gaz carbonique. Et puis il est sur un vélo, et puis on commence à lui faire un effort. Pour ceux qui ont un œil, vous voyez que ce patient-là, il est équipé d'un thoratec biventriculaire, comme quoi on peut faire pédaler un peu tout le monde. Hein. Et donc, si vous avez une imprimante couleur, vous aurez ce résultat, où vous voyez ici le nombre de watts qui est progressivement croissant, et en fonction du nombre de watts qui est donné par le patient, il y aura une augmentation linéaire de la fréquence cardiaque ici en rouge, de la consommation d'oxygène en rose, de la ventilation en vert et du rejet de gaz carbonique en bleu. Et vous voyez qu'ici, il y a une cassure où la ventilation et le rejet de gaz carbonique augmentent plus que la consommation d'oxygène. C'est à ce moment-là qu'on passe le seuil ventilatoire. Vous voyez que de toute façon, 360 watts, ce n'est pas un insuffisant cardiaque que je vous ai montré là, mais c'est pour qu'on ait quelque chose d'assez grand qui soit visible depuis le fond de la salle. Alors, une petite définition quand même, VO2 pic ou VO2 max. La définition de la VO2 max, c'est d'obtenir un plateau de VO2, voire une légère diminution, durant plus de 30 secondes. Et si l'on n'a pas ça, ici, vous voyez, la courbe rose, c'est la ventilation. La charge continue, le type continue à pédaler et la VO2 reste stable. Pour faire ça, il faut un sacré mental. J'ai dû faire 2000 VO2, j'en ai eu 2 qui ont pu faire ça, un sportif professionnel et un cycliste amateur. Aucun insuffisant cardiaque. Donc un insuffisant cardiaque, il fait tout le temps du VO2 pic et non pas du VO2 max. Voilà, pour la question de définition. Alors si on a un VO2, on est en VO2 pic, est-ce qu'on est sûr que le patient il est allé jusqu'au bout? Alors on a quelques quand même, éléments qui vont nous permettre de dire oui, il a fait un bon effort, donc s'il a dépassé un quotient respiratoire, c'est-à-dire le rapport rejet de gaz carbonique sur consommation d'oxygène, qui est supérieur à 1,05, voire 1,15, c'est encore mieux. Là, on peut se dire que le type, il n'a pas amusé la galerie et qu'il est allé jusqu'au bout de ses forces. Et puis, bon, il y a d'autres choses. Le rapport à la valeur prédite de la table de Wassermann, toujours ce fameux Wassermann, ou bien la fréquence respiratoire qui atteint généralement 35, mais chez les obèses, on ne sait pas trop, parce que déjà au repos, ils sont à 35, puisqu'ils respirent comme des petits chiens. Les contre-indications, je vais passer là-dessus, ce sont les mêmes que pour un ECG d'effort. Les conditions de réalisation, ce sont les mêmes que pour un ECG d'effort. Les conditions d'arrêt prématuré, ce sont les mêmes que pour un ECG d'effort, sachant que la mortalité au cours d'un ECG d'effort, c'est à peu près un décès pour 100 000.
Une VO2 max pré-greffe, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sachant que la différence avec le CG d'effort, c'est que quand vous faites un ECG d'effort, votre but, c'est d'atteindre une fréquence maximale théorique pour déceler une coronaropathie. Pour la VO2 max en pré-greffe, on ne recherche pas ça, on se fout de la fréquence. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il aille jusqu'au bout de son effort, jusqu'au bout de ses possibilités. Les résultats sont exprimés en millilitres par minute, mais aussi par kilo, parce que ça dépend du poids, mais aussi de l'âge et du sexe. Ça dépend du poids, donc on divise par le nombre de kilos. Et donc pour un sédentaire de 20 à 35 ans, on est à peu près entre 30 et 40 millilitres par minute et par kilo. Un marathonien va faire 70-80. Indurain, dans ses heures de gloire, vous savez, le cycliste bien connu, avec 90. Un insuffisant cardiaque qui est proche de la greffe, on le verra plus tard, c'est entre 10 et 20. Alors, pour certaines catégories de patients, comme ça ne tient pas compte de ce résultat de l'âge et du sexe, à ce moment-là, on se référera aux tables de Wassermann, qui nous exprimera en pourcentage de la valeur prédite, et on se pose la question d'une transplantation lorsqu'on est en dessous de 50% de la valeur prédite. Sachant qu'au repos, notre consommation au repos est à peu près de 3-4 millilitres par minute kilo. Alors pourquoi est-ce qu'on propose une consommation d'oxygène pour déceler les patients à risque? Tout simplement à cause de ce papier qui a été publié par Donna Mancini et Howie Eisen, copain de Laurent Sebag, qui ont fait un papier assez simple. Vous voyez, un tout petit nombre de patients. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont considéré 3 groupes. Un groupe qui avait une VO2 pic inférieure à 14 millilitres par minute et par kilo, et qui ont été acceptés pour la transplantation. Un autre groupe qui avait plus de 14 millilitres par minute et par kilo, qui n'ont pas été transplantés. Et puis enfin, un autre groupe qui avait moins de 14 millilitres par minute et par kilo, mais qui était contre-indiqué à la transplantation pour des raisons non cardiaques. Et ils regardaient la survie. Et regardez ce que ça donne. Deuxième groupe, plus de 14 millilitres, excellent. Survie à 1 an parfaite. Là, 70%, un certain nombre ont été greffés, d'autres pas. Et puis, ceux qui étaient contre-indiqués à la transplantation, 47%, il n'y avait pas photo. Et depuis ce papier-là, on était tranquille parce qu'on faisait des VO2 à tous les patients. Et dès qu'ils avaient moins de 14, on les envoyait à la greffe. Et c'était magique. Et donc, on a eu des recommandations qui datent de 1995 qui disaient qu'il y a une indication de transplantation cardiaque quand le VO2 pic, quand il y a la VO2 pic inférieure à 10, très probable quand c'est inférieur à 14, et puis voilà, et puis ça se passait bien comme ça. Seulement, arrive le début des années 2000, et patatras, arrivent les bêta-bloqueurs. Quand j'ai fait mes études, c'était une faute professionnelle de donner des bêta-bloqueurs aux insuffisants cardiaques. Maintenant, c'est une faute professionnelle de ne pas donner des bêta-bloqueurs aux insuffisants cardiaques. Donc en 2000, arrivent les bêta-bloqueurs qui augmentent la survie, mais pas la VO2 pic. Parce que, de toute façon, il n'y a pas d'augmentation notable du débit cardiaque. Donc on se pose la question de est-ce que notre seuil est encore valable ? Ici, une étude qui avait été faite avec des patients qui étaient traités par bêta-bloqueurs et un tout petit peu d'anti-aldostérone, et puis des patients un peu plus récents, vous voyez, qui avaient le traitement adéquat, reconnu, etc. Et vous voyez que la survie n'est pas la même. Et lorsque vous regardez la VO2 pic ici, je suis désolé, du fond de la salle, ça ne se voit pas, mais les patients qui ont entre 10 et 14 millilitres par minute et par kilo, finalement, n'ont pas une énorme différence. C'est à la limite de la signification. Ceux qui ont moins de 10, là, il y a quand même pas, c'est pas significatif, mais quand même entre 64 et 48% de survie sans événement majeur, ça vaut le coup quand même d'y regarder. Donc, est-ce qu'il faut déplacer cette limite de VO2 ? Donc, il y a une étude en 2003 qui a montré que
Vous voyez, la survie à 2 ans pour des patients qui étaient, alors pas majoritairement traités par bêta-bloqueurs, mais quand même, ça commençait. Vous voyez que les patients qui avaient entre 10 et 14, avaient 83% de survie. Vous connaissez la survie en post-transplantation cardiaque, c'est aux alentours de 75-80%. 80% on va dire. Donc là, il n'y avait pas intérêt à proposer ces gens-là à la transplantation. Par contre, lorsqu'ils avaient moins de 10, c'était 69%. Là, on pouvait leur proposer. Et en plus, quand on avait des bons éléments pour dire qu'ils avaient fait un effort conséquent et probablement maximal, la survie à 2 ans, là, il n'y avait pas photo du tout, 52%. Donc Donna Mancini refait un papier en 2003 en disant alors on descend le seuil. Où elle démontrait qu'il y avait la survie sans transplantation urgente à 1 an chez ces patients 221 sous bêta-bloqueurs, c'était 79% lorsqu'ils avaient plus de 14, 74 entre 10 et 14, et 72% en dessous de 10. Donc on pouvait quand même se poser la question pour savoir si vraiment cette VO2 restait un élément prédictif de mortalité chez l'insuffisance cardiaque sévère. Et puis, il y a eu un tas d'études, et vous voyez que suivant les seuils, on avait des mortalités, mais qui n'étaient quand même pas aussi épouvantables que celles que Donna Mancini avait pu trouver lors de son papier 91. Donc on était un petit peu embêtés quand même avec l'utilisation de cette VO2. Alors, on pouvait se tourner vers d'autres critères, la fréquence cardiaque de repos, le BNP, des scores comme le Heart Failure Survival Score. Et donc, par exemple, ce Heart Failure Survival Score, qui est quand même assez répandu chez les transplanteurs cardiaques, vous voyez que ça prend en compte un certain nombre, 6 ou 7 variables. La pression capillaire lorsque c'est un test invasif, et qui permet quand même d'être assez discriminant en fonction de 3 niveaux de gravité de ce Heart Failure Survival Score. Et quand on a moins de 7,19, la survie à 1 an est de 63%. Donc on a pu prendre en compte ça à un moment. On peut le combiner aussi avec un BNP. Et là, vous voyez que chez les patients qui ont une VO2 de moins de 50% de la valeur prédite associée à un BNP qui est augmenté à plus de 109, vous voyez que la mortalité est quand même nettement différente. Maintenant, est-ce qu'il faut s'en tenir à la mortalité à 1 an ? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Et vous voyez que dans ce schéma-là, presque 600 patients, beaucoup sous bêta-bloqueurs, lorsqu'ils ont en classe D de VPR, c'est-à-dire moins de 10 millilitres par minute et par kilo, vous voyez que là, déjà 1 an, ça change, mais lorsque vous allez à 3 ans, là, il y a quand même une différence qui est vraiment énorme. Est-ce qu'il faut réévaluer, c'est-à-dire suivre cette VO2 ? Est-ce qu'il faut la refaire ? Est-ce que l'évolution de cette VO2 peut nous donner des arguments pour pouvoir proposer les patients à la transplantation ? Moi, je suis vraiment persuadé que oui. Cette étude de 2005 l'est aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on a une aggravation de la VO2 entre deux VO2, l'intervalle peut être variable, mais quand on a une VO2 qui s'aggrave, vous voyez que c'est 45% de survie à 1 an. Donc refaire une VO2, ça a quand même un sens. Ici, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on vous montre que s'il y a, par exemple, sur ce dernier schéma, une dyspnée qui augmente ou qui reste stable, avec un QRS qui s'élargit et une VO2 qui décroît de plus de 10%, il y a une erreur ici, vous voyez que la survie est à 50% à 1 an. Ce qu'on voulait démontrer l'est. Pareil, lorsqu'on prend des études plus récentes avec des patients qui sont traités avec des moyens classiques tels que recommandés, et vous voyez que là, la VO2 reste quand même prédictive. Donc les papiers vont pas toujours dans le même sens,
Et certains disent que le caractère prédictif de la VO2 reste présent, d'autres pas. C'est un petit peu difficile de s'en dépêtrer de tout ça. Quoi qu'il en soit, ce papier-là, je voulais le montrer parce qu'il date de janvier 2019 et qui montre que, en fonction des périodes, puisque c'est une étude rétrospective multicentrique italienne qui a pris plus de 6000 patients, et vous voyez que dans la dernière période, celle qui est de 2011 à 2015, le fait d'avoir une VO2 pic qui est en dessous de 10 n'est pas forcément prédictive d'un risque important, puisque ça fait 10% de mortalité. Donc il faut vraiment qu'on se pose la question, et moi, à mon avis, je pense qu'il faut, sauf les patients qui sont en grade 4, où là, il n'y a même pas besoin de VO2, mais les patients qui sont encore ambulatoires, je pense qu'il faut refaire cet examen. Et c'est défini dans nos dernières recommandations de l'ISHLT, où on nous dit que la VO2 inférieure ou égale à 14, si on est intolérant au bêta-bloqueurs, ils devraient être listés. S'ils sont des bêta-bloqueurs et qu'ils sont inférieurs à 12, inférieurs à 12, je ne sais pas comment ils ont défini ça, inférieurs à 12, ils devraient être listés, mais en s'assurant que l'effort a été maximal ou proche du maximum. Sauf chez certains patients, comme les patients jeunes et les femmes, puisque je vous ai dit que cette VO2 était aussi dépendante du sexe et de l'âge, qui n'est pas pris en compte par l'étape de Wassermann, qui est pris en compte par l'étape de Wassermann, mais pas par le résultat en millilitres par minute et par kilo. Il vaut mieux considérer à ce moment-là le pourcentage par rapport à la valeur prédite. Mais en tout cas, et regardez bien cette ligne parce qu'elle est importante, greffer les gens seulement sur une valeur de VO2, ça ne doit pas être fait. Quelles sont les limites de la VO2 ? Ça ne détermine pas la cause de la limitation. C'est-à-dire que lorsqu'on nous envoie un patient, s'il est insuffisant cardiaque et qu'il n'a pas d'autres pathologies, on peut considérer que le facteur limitant, ce qui va l'arrêter dans son effort maximal, c'est le cœur. Bien sûr que les insuffisants cardiaques, ils n'ont pas des poumons normaux, ils n'ont pas une circulation pulmonaire normale, ils n'ont pas des mitochondries normales, ils n'ont pas des muscles normaux. Mais le facteur limitant, ce qui l'arrête, c'est ça. Mais par contre, quand on nous envoie un insuffisant cardiaque BPCO, alors là, ça devient un peu plus compliqué. Et enfin, l'interprétation, elle est quand même assez difficile, bien qu'il y a des moyens de s'en sortir, mais elle est quand même assez difficile lorsque l'effort est arrêté prématurément. Donc en conclusion, la VO2 max, c'est un examen qui est reconnu pour le diagnostic d'une maladie cardio-pulmonaire. Ça évalue la sévérité de la maladie. C'est un critère objectif, encore une fois, c'est reproductible à 1 millilitre par minute par kilo près. Ça donne un élément pronostic. On peut aussi juger de la réponse au traitement en refaisant des VO2. C'est vraiment un examen clé du bilan pré-greffe, mais c'est à confronter aux autres paramètres. On ne peut pas prendre, à l'ère des traitements récents de l'insuffisance cardiaque, on ne peut pas prendre seulement ce chiffre-là. Et une VO2 inférieure à 10, voire 12, devrait engager un bilan, mais pas un bilan de confirmation et de faisabilité d'un bilan pré-greffe. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie.